ekumbeli biso ebele ya makambo nkama ola mukaba na mboka mabele etika bankoko bana Afrika bokeba toboya bonkoko tolandi dilandalanda toteka bomoto mpona mbongo. Donc la manifestation de ces jours, ce grand événement consiste en la présentation par le professeur Obenga de son dernier livre qui vient de sortir, n'est-ce pas, des imprimeries des éditions Harmattan. Ce livre intitulé L'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue. Et avant d'arriver à cette présentation, à cet honneur, n'est-ce pas, la cérémonie va se structurer autour de trois moments importants. Dans un premier moment, je vais devoir céder la parole au secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, qui va dire son mot de bienvenue. Et il sera suivi par le professeur Emmanuel Kassongo, n'est-ce pas, le doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université de Kinshasa. Et le professeur Mukoka, François Mukoka, prendra la parole pour présenter le conférencier du jour. Et le modérateur prendra la parole pour recadrer la portée historique de cet événement. Et enfin, la parole sera donnée au professeur Théophile Obenga qui va nous parler, n'est-ce pas, de son dernier opus et de l'ensemble des événements qui font de la nécessité de la construction d'un État fédéral en Afrique noire. Donc, sans plus tarder, avec votre autorisation, avec l'autorisation des organisateurs qui sont connus, je vais donner la parole au professeur, au secrétaire général académique. Avec tous mes hommages, s'il y a des autorités, Monsieur le doyen, Monsieur le professeur et chers collègues, camarades étudiants et étudiantes, je voudrais, au nom de toute la communauté universitaire de l'Université de Kinshasa, souhaiter la bienvenue au professeur Obenga et au doyen honoraire, qui est un professeur visiteur ici à l'UNIKIN, hein, Ndingambo, qui vient de Brazzaville pour la présentation de ce livre du professeur Obenga. Je voudrais de prime abord et à votre nom féliciter très sincèrement le professeur Obenga pour son livre et encourager à ce que nous puissions continuer, comme nous l'avons toujours fait, la collaboration, la coopération fraternelle entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, et surtout nos universités. Mesdames, Messieurs, distingués professeurs et chers collègues, illustre professeur Théophile Obenga, notre faculté est heureuse ce matin de vous recevoir pour cette conférence dont le thème est à la fois révélateur et provocateur. Révélateur parce que vous nous retournez dans l'histoire et nous orienter vers les ancêtres de la science politique africaine, le Kwame Nkrumah, le Lumumba, qui parlait toujours d'une Afrique, d'un continent uni. On cherche encore les africanistes. Vous voici là, passé sous les traces, sous les pas de Cheikh Anta Diop, qui est passé par cette université, qui a laissé une bonne impression. Nous sommes heureux d'être le premier site choisi pour cette conférence, pour vous présenter cet ouvrage qui est écrit déjà dans le cœur de beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils voyagent, ils ne trouvent pas de différence en Afrique. Il n'y a que nos langues et nos rivières, nos fleuves qui nous séparent. Nous sommes un peuple. Nous avons une histoire commune. Nous avons des ancêtres communs. Monsieur le professeur, on ne cesse de le répéter, vous êtes chez vous. On dit toujours Congo d'en face quand on est de l'autre face. Quand on est ici, on appelle Congo-Brazzaville Congo d'en face. Et quand on est à Congo-Brazzaville, on appelle Kinshasa Congo d'en face.
En lingala, on dit ngambo na ngambo, face en face. Ces rêves de l'État fédéral d'Afrique noire, professeur, aujourd'hui, ça peut être appelé un rêve, parce qu'il est permis à tout le monde de rêver. Mais on se souviendra que les concepts sont toujours énoncés par les chercheurs, récupérés soit par le monde politique. Lorsqu'il est énoncé par le monde politique, il est récupéré par le monde académique. Et maintenant, c'est le monde académique qui ouvre les balles ou qui enfonce les clous. J'invite donc aux chercheurs ici présents de décortiquer cet ouvrage, de le critiquer s'il le faut, de le compléter par des suggestions et des idées pour que nous puissions tous nous approprier l'idée d'un État fédéral d'Afrique. Parce qu'avec le fédéralisme, on sera unis dans la diversité. Peut-être on va éviter que chaque État fédéré d'Afrique qui composera ces grands ensembles ne soit pas considéré comme une base arrière pour déstabiliser un autre État. Peut-être à ce moment-là, nous aurons un gouvernement, une armée, une assemblée, une banque, et donc nous n'allons pas nous déchirer à travers ces institutions-là. C'est vraiment un vœu que nous accueillons à bras-le-corps. Nous voulons que ces vœux deviennent une réalité un jour. Et on se souviendra ici du professeur Théophile Obenga, qui ne s'est pas tué pour dire tout haut, par écrit, ce que les autres disent tout bas. Nous attendons donc des étudiants, des apprenants, des professeurs, des questions encourageantes, des questions qui vont nous aider à la construction de cette Afrique, de cet État fédéral d'Afrique. J'ai dit et je vous remercie. Chers collègues professeurs, chers collègues professeurs, chers membres du personnel scientifique de l'Université de Kinshasa, camarades étudiants, distingués invités. Le conférencier de ce jour, que l'honneur nous échoit de vous présenter, est une éminente personnalité de notoriété intellectuelle, scientifique, culturelle et publique, que ce soit au Congo-Brazza, en RDC, en Afrique ou à travers le monde. J'ai nommé le professeur Théophile Joseph Obenga Mwene Ndiale. Sa biographie est riche, immense. Nous allons nous efforcer de la circonscrire autour de 8 rubriques. De prime abord, il y a lieu de noter que le professeur Obenga est né le 2 février 1936 à Brazzaville. Il est marié et père de 7 enfants. Première rubrique de sa biographie, elle concerne ses études et ses diplômes. Après l'école primaire et secondaire, respectivement, à l'école Saint-Vincent de Poto-Poto et au lycée Savournian de Brazza, où il a obtenu son bac, série A, philosophie et lettres. Il entreprend sa formation supérieure et universitaire, au terme de laquelle il maçonne nombre de certificats, de licences, de maîtrises, de diplômes spécialisés et bien évidemment un doctorat d'État ès-lettres en sciences humaines à l'université Paul Valéry de Montpellier en France. Pour être précis, il nous revient d'indiquer, s'agissant de sa formation multidisciplinaire de spécialistes à la fois en histoire,
en linguistique et en égyptologie et en éducation aussi, qu'il est détenteur respectivement de un diplôme spécialisé en système historique de l'Université de Genève, un diplôme d'études quaternaires et préhistoriques de l'Institut paléontologique humaine de Paris, un diplôme de linguistique de l'Université de Genève, 2 diplômes et un certificat d'égyptologie de l'École pratique des hautes études et du Collège de France, ainsi que de l'Université de Sorbonne, un diplôme en éducation de l'Université de Pittsburgh aux États-Unis. Deuxième rubrique, elle concerne les langues. Le professeur Obenga est un polyglotte plus que parfait parce qu'il parle plus de 10 langues, dont notamment la quasi-totalité des langues et dialectes de son pays. Il parle également le grec, le latin et l'italien, le copte, l'égyptien pharaonique, l'allemand, le français, l'espagnol et l'anglais. Troisième rubrique, société savante dont il est membre. En effet, il est membre respectivement de la Société française d'égyptologie, l'Association africaine des historiens, la Société africaine de culture, l'African Association for Classical Study aux États-Unis. Quatrième rubrique, elle concerne son expérience professionnelle et scientifique. Dans ce domaine, le professeur a été respectivement directeur de l'École normale supérieure à l'Université Marie-Ngouabi. Il a été dans la même université secrétaire général, chargé des affaires académiques. Il est fondateur du laboratoire d'histoire et d'anthropologie de l'Université Marie-Ngouabi. Il est fondateur des cahiers congolais d'histoire et d'anthropologie, qui est une revue scientifique de l'Université Marie-Ngouabi. Il a été rapporteur général du Congrès des intellectuels africains à Dakar en novembre-décembre 2004 sous l'égide de l'Union africaine. Il a été directeur de recherche scientifique, puis directeur général du CICIBA, Centre international des civilisations Bantou, à Libreville au Gabon. Il a été membre du comité scientifique international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique, sous l'égide de l'UNESCO à Paris. Et pour le moment, le professeur Obenga est un professeur émérite de l'Université de San Francisco State University, en Californie. Cinquième et dernière rubrique, elle concerne sa carrière professorale. Il a enseigné les cours d'histoire, de philosophie, de linguistique et d'éducation dans l'université que voici. Université Marie-Ngouabi au département d'histoire et de philosophie. L'université Omar Bongo à Libreville. L'université de Lubumbashi chez nous, en RDC. Université de Bangui en RCA. Université d'Abidjan en Côte d'Ivoire. À l'université Temple University de Philadelphie aux États-Unis et bien sûr à San Francisco State University, nous l'avons cité. Publication scientifique, le professeur Obenga est auteur d'une vingtaine d'ouvrages et d'une centaine d'articles scientifiques. Septième et dernière rubrique, fonction politique ou publique. Sur le plan politique, il a eu à occuper respectivement des hautes charges de ministre des Affaires étrangères de la coopération dans son pays, ministre du Travail et des Affaires sociales, ministre des Postes et Télécommunications, porte-parole du gouvernement. Il a été sénateur de la Cuvette et actuellement, le professeur Obenga est représentant personnel du président de la République du Congo, chargé du développement et de l'enseignement supérieur. Voilà, brièvement brossé, l'immense biographie du conférencier du jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette présentation sympathique et brillante.
Je souhaiterais, au nom des organisateurs, avant de céder la parole au savant immense qu'est le professeur Obenga, recadrer un peu la portée historique de cet événement, parce que le professeur Obenga ne se serait pas déplacé du Congo-Brazzaville, n'aurait pas traversé le pôle Malébo pour venir à Kinshasa par plaisir d'un savant pour changer l'univers qu'il voit au jour le jour, ou bien par la facétie d'un savant. Non. Le professeur Obenga est venu présenter son livre à Kinshasa par respect d'une tradition qu'on observe dans la pensée sur la Renaissance africaine. En fait, depuis que Cheikh Anta Diop a publié l'État fédéral africain en 1960, il a consacré, il a donné à notre pays, la RDC, au bassin du Congo, des missions centrales dans la reconstruction, dans la construction de la Renaissance africaine, dans la construction de l'État fédéral multinational africain. Et Cheikh Anta Diop l'écrit brillamment en disant que l'État, la RDC, le bassin du Congo, doit jouer le même rôle que le bassin de la Roure joue dans la construction de l'Union européenne, c'est-à-dire le rôle que joue actuellement l'Allemagne. Le Congo, qui dispose des minéraux, des ressources halieutiques, des ressources minières, doit mettre ces ressources à la disposition de l'Afrique pour la construction d'un puissant, n'est-ce pas, potentiel industriel en Afrique. Mais le Congo, qui est aussi un pays presque inhabité, doit servir de creuser des bases pour tous les peuples africains qui manquent des espaces pour vivre. Et cela, Cheikh Anta Diop le dit exclusivement aux Africains. Le Congo n'est pas un pays qui doit accueillir des peuplades étrangères, non. Il doit accueillir des peuples africains pour construire cette identité africaine que nous recherchons pour construire l'État multinational africain. Donc la présence de Théophile Obenga dans cette université de Kinshasa, qui était considérée par Cheikh Anta Diop comme la plus grande université d'Afrique noire, après celle du Caire, n'est pas un hasard de l'histoire, parce qu'il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a la conscience, le remaniement des consciences et l'initiative des peuples. Donc aujourd'hui, nous devons recadrer cette initiative pour dire que le professeur Obenga n'est pas venu par hasard. Il est venu par respect d'une tradition. Et Cheikh Anta Diop était très content de venir au Congo chaque fois qu'il en avait l'occasion. Et chaque fois, il disait à Monseigneur Tshibangou, il faut construire au Congo un grand centre égyptologique. Parce que le Congo, pour Cheikh Anta Diop, n'est pas seulement un scandale géologique, c'est aussi un scandale archéologique. Faisant partie du grand lac africain, le Congo détient les secrets de la naissance de l'homme sur Terre, de Lucie, la première personne qui a été sur Terre, et aussi de toute l'évolution, n'est-ce pas, anthropologique de l'homme. Voilà pourquoi il fallait recentrer ce débat pour dire que ce n'est pas un hasard de l'histoire que Obenga est venu aujourd'hui au Congo, parce que le Congo a un rôle central à jouer dans la construction de l'Afrique noire, dans la construction de, n'est-ce pas, de l'État multinational panafricain, et il est intéressant, nous les Congolais. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le doyen, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les professeurs et chers collègues, chers étudiants de la communauté universitaire de l'Université de Kinshasa, chers amis, je voudrais avant tout propos dire ma profonde gratitude à l'administrateur directeur général du groupe Le Potentiel, M. Freddy Moulumba Kabouaï, au directeur exécutif de l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques, M. le professeur François Mukoka Tsenda, ainsi qu'au directeur du Centre d'études politiques, M. le professeur Arsène Mouaka, au doyen de la faculté des sciences politiques, Monsieur le professeur Emmanuel Kassongo, et au directeur du Centre de recherche en épistémologie des sciences sociales et humaines, Monsieur le professeur Milala. Je m'empresse aussi, bien sûr, de reconnaître et de saluer tant d'éminentes personnalités et tant d'excellents collègues universitaires pour leur présence encourageante. À toute la communauté universitaire de l'Université de Kinshasa, administrateurs en tête desquels Monsieur le recteur, enseignants et étudiants, j'adresse mes salutations les plus cordiales en signe de haute estime
et de solidarité académique, toujours exemplaire, édifiante, enrichissante. Mesdames et messieurs, c'est toujours un immense plaisir de se retrouver à Kinshasa, ville de lumière, mais aussi et bien plus. Ville bientôt fière de ses 12 millions d'habitants qui font chaque jour le charme urbain, la vivacité culturelle et la force intellectuelle de cette grande métropole au cœur de l'Afrique centrale, au bord du puissant fleuve qui arrose également Brazzaville. Ce qui fait que Kinshasa et Brazzaville semblent continuer un seul espace urbain lié par un même espace fluvial, bientôt enjambé par un pont moderne. Mais le meilleur, c'est justement la fraternité et l'amitié que se partagent entre eux les Kinois et les Brazzavillois. Et les Brazzavillois l'ont encore ressenti profondément lors de la tragédie d'Mpila le 4 mars dernier, ayant reçu de Kinshasa tant des pouvoirs publics que du secteur privé un soutien spontané, multiforme, d'un poids considérable. Je voudrais par conséquent me permettre de rassurer Kinshasa de la reconnaissance de Brazzaville. Mesdames et messieurs, j'ai été invité à présenter mon dernier ouvrage sur l'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue publiée à Paris chez l'Harmattan cette année. Il est mince de 71 pages seulement et comporte 35 illustrations. Mais je voudrais surtout ici, si vous me l'accordez, en présenter prioritairement l'argument, c'est-à-dire la motivation profonde. L'urgence de cette motivation et l'actualité pressante de cette motivation afin de percevoir toute l'ampleur de la question et son extrême importance dans cette Afrique noire contemporaine, celle d'aujourd'hui et surtout, il va sans dire, celle de demain. Il s'agit d'espoir, de vision, que l'on peut qualifier sans hésiter d'utopique. Mais l'utopie, quand elle prend corps et se concrétise, devient nécessairement un événement d'une portée historique inédite. Les êtres humains vivent d'utopie, d'imaginaire, d'illusion et d'espoir et d'espérance. Les animaux, non, ou jamais, et jamais d'illusion chez les animaux. Le christianisme, on le sait, est né dans un immense bain de sang. Il n'y a qu'à consulter le martyrologue. En tout cas, aux siècles initiaux, parce que le christianisme n'était qu'une utopie envahissante au nom de l'amour du prochain et de l'amour du Dieu unique. Où en sommes-nous aujourd'hui? La Fédération des États-Unis n'était au début, il y a près de 300 ans, qu'une volonté politique assez illusoire qui fut vivement combattue par les États sécessionnistes du Sud. Où en sommes-nous aujourd'hui? La lutte de l'ANC contre la forteresse de l'apartheid fut estimée vaine et infructueuse par des intellectuels vaillants et respectés de réputation internationale. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les peuples qui n'ont pas d'utopie n'ont pas d'avenir. Les peuples qui ne cultivent aucune utopie périssent dans la monotonie
les peuples dont les élites ne portent pas le débat sur de grandes ambitions vivent presque en marge, sinon en dehors de l'humanité. L'utopie est nécessaire. L'utopie, c'est-à-dire la vision, la perspective, la prospective, l'avenir, selon des choix majeurs, des intérêts supérieurs, des normes porteuses de vérité, de dignité, de justice et de prospérité. Les faits africains actuels exigent la formulation ou la reformulation de grandes utopies africaines. Mais quels faits africains? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de faits africains qui nous poussent à reformuler d'autres ambitions? Les faits africains actuels sont présentés par des experts, les experts d'ici et de là, et ça et là, comme des faits qui ne sont que des effets, mais des effets sans cause. Moi, je crois qu'il s'agit là de la très mauvaise épistémologie, celle qui consiste à présenter des faits en négligeant ou en biffant leur cause véritable. Des faits sans cause cela relève de quelle théorie de la connaissance? Mais que constate-t-on? Que dit-on dans les officines? Les faits épinglés que voici sur l'ensemble du continent. Voici nos faits sur l'ensemble du continent. Élections confuses, non transparentes, peu crédibles. Conflits post-électoraux à caractère ethnique, mauvaise gouvernance, corruption des milieux politiques et du climat des affaires, crise alimentaire aiguë et chronique, pauvreté, précarité, souffrance, système pédagogique de misère, chômage des jeunes, sous-emploi généralisé, déforestation indisciplinée, irrationnelle, absence non inquiétante des Africains sur la scène des affaires du monde, manque notoire des acquis scientifiques et technologiques modernes, maladies pandémiques, sida, malaria, etc., etc. Voilà les faits négatifs dont les causes profondes restent volontairement obscures et vagues, en tout cas inanalysables. Voici en revanche les faits positifs qu'on reconnaît à l'ensemble du continent africain. Éclat et dynamisme de la culture, art, musique, danse, peinture, littérature, etc. Notoriété croissante du sport africain, notamment le football et ses compétitions interafricaines. Comment comprendre? Et pourtant, l'Afrique a une question et l'Afrique est une question elle-même. L'Afrique est une question. Cette question, à ce qu'on répète quotidiennement, c'est le sous-développement persistant. Avec tous les faits que je viens d'énumérer, négatifs et positifs, l'Afrique est une question pour le monde entier. C'est le sous-développement persistant. C'est-à-dire que l'Afrique est sous-développée et son problème est le combat contre le sous-développement. Or, la réalité lourdement négative, structurellement, montre que l'Afrique ne peut que se débattre perpétuellement pour des siècles encore dans le sous-développement en vue de son hypothétique développement.
Donc l'Afrique est une question, celle de son sous-développement. Et la solution à ce sous-développement réside dans le développement. Dire que le sous-développement se développe, c'est-à-dire le développement du sous-développement s'accroît. En fait, l'Afrique ne se développe pas, elle se sous-développe chaque jour. On voit bien que le co-développement proposé lors du discours de la rupture n'était qu'une tromperie de plus. Or, apparemment, rien n'a manqué à l'Afrique. C'est ça la contrainte. Apparemment, rien ne manque même à l'Afrique. Les aides humanitaires sont quotidiennes. Les aides humanitaires quotidiennes. Les conseils cher payés des experts des institutions monétaires internationales. La coopération bilatérale et multilatérale sans cesse diversifiée. Le partenariat tous horizons, tous azimuts. Les heureux programmes d'ajustement structurel. Les codes bien pensés de bonne gouvernance sous injonction étrangère. Les dialogues nord-sud. Les transferts de technologie, les campagnes éphémères d'alphabétisation, les lois et commissions de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, etc., etc. Et toujours l'Afrique vagit dans le sous-développement, qui est devenu un sous-développement durable et non le développement durable. Un sous-développement durablement chronique, avec des dettes injustes additionnées à des recettes étatiques déjà maigres, sans compter la précarité des termes de l'échange. À bien y réfléchir, le vocable même de développement est une ruse occidentale visant l'enfermement de l'Afrique dans le sous-développement et les cultures de rente. Les pays qui se développent effectivement en construisant chaque jour des hôpitaux, des écoles, des stades, des barrages, des aéroports, des chemins de fer, des autoroutes, des laboratoires et des industries de pointe. Ces pays qui le font chaque jour ne prononcent presque jamais le terme de développement. Ils le font. Au demeurant, combien de fois a-t-on entendu le président des États-Unis prononcer l'expression « développement des États-Unis » ? Alors que les États-Unis se développent tous les jours, guidés par le concept ambitieux de leadership incontesté du monde. Voilà, c'est ça qui les guide. Ce n'est pas le développement qui le guide, ça se fait. L'air ne manque pas, on respire. Le problème n'est pas qu'on respire, on respire de toute façon. Donc on se développe de toute façon. Mais pour que je me développe, c'est pour être le leadership incontesté du monde. Donc il y a une ambition. On ne peut pas se développer sans ambition. Les pays qui se développent tous les jours ne font pas usage diarrhéique du mot développement. Pour nous, c'est une diarrhée. L'Occident a réussi à convaincre l'intelligentsia africaine que cette question du développement est la question centrale. Alors qu'on sait, par ailleurs, que l'Afrique ne pourra pas se développer totalement à l'échelle de l'État-nation à cause de nombreux faits négatifs, et cela malgré les aides et les coopérations. Ça fait 50 ans qu'on a les aides et les coopérations, malgré aussi les morales, les éthiques de bonne gouvernance.
Mais les pays les plus corrompus ne sont même pas en Afrique, c'est en Occident. Les pays dont les budgets sont déficitaires pendant des années, ce n'est même pas en Afrique, c'est en Occident. Mais où est la bonne gouvernance en ce cas? Ce qui signifie clairement, et même très clairement, que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. L'État-nation africain actuel ne peut pas et ne pourra pas arrêter le pompage de l'Afrique par l'Occident. Ce pompage continu signifie que l'Occident n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se libère et se développe. L'Occident n'a aucun intérêt à le faire. Donc les aides et les coopérations, c'est des cadeaux empoisonnés, puisqu'en fait, c'est pour freiner l'Afrique en réalité. Et nous ne le comprenons pas encore. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, corruption, bonne gouvernance, mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas, que les experts même africains ne disent pas pour respecter les normes des critères internationaux. La cause profonde du sous-développement, quelle est-elle de l'Afrique noire? Mais cette cause du sous-développement, c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Depuis le XIIIe siècle, à travers la traite négrière atlantique, des millions de Noirs sont pas dans les conditions qu'on sait. À travers l'esclavage, c'est-à-dire traiter des êtres humains sans droits humains comme des animaux. La colonisation, et on payait même les impôts, on vous coupait les bras, si vous n'avez pas payé l'impôt, même mort. La domination, l'apartheid, la néocolonisation, avec des structures inégalitaires et non viables historiquement, comme la France-Afrique. Ce n'est pas viable historiquement. Et eux-mêmes, ils commencent à critiquer ça, et les Africains résistent, ils veulent encore la France-Afrique. Cela fait au total près de 10 siècles nos rapports avec l'Occident. 10 siècles. On a passé par toutes les expériences de l'esclavage aux aides et aux dettes injustes. Ça a suffi 10 siècles, non? On veut encore être abruti, sous-développé pendant 10 siècles encore? Alors, si l'Afrique possède, voilà la question, si l'Afrique possède la maîtrise de ses ressources minières, de ses forêts, de ses hydrocarbures, de ses eaux maritimes, de ses terres arables, alors l'Occident s'affaiblit inéluctablement. Donc, il faut, pour le salut de l'Occident et la domination des damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, il faut que l'Afrique noire soit toujours asservie, infantilisée, et on commence par le manque de respect des chefs d'État africains, infantiliser l'Afrique, la néocoloniser et du coup la sous-développer. On a intérêt à le faire par tous les moyens. Tous les instituts, toutes les écoles, tous les grands cerveaux européens travaillent sur cette question-là. Parce que si l'Afrique échappe, nous sommes... La question de l'Afrique n'est donc pas le sous-développement ou le développement. Il faut ouvrir les yeux, ce n'est pas notre question. La question de l'Afrique, on s'est trompé pendant des années dans nos cours de sciences po et tout, de sciences économiques. On s'est trompé. La question de l'Afrique n'est pas le sous-développement ou le développement. Nous n'avons pas à nous développer, ça se fait automatiquement. L'enfant qui naît ne se pose pas la question de respirer. S'il a de bons poumons, il respire automatiquement. La question de l'Afrique est très nettement, il faut le dire, la question du rapport de force
dans le monde contemporain. La question du rapport de force dans le monde contemporain. Je vais m'expliquer sur ça, en prenant des images. Pot de terre, c'est-à-dire la céramique, la poterie de terre. Pot de terre contre pot de fer, qui gagne? Qui domine? Qui dirige? Qui fait la loi? C'est tout. Hein? De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires, même dans les disputes. De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires. De pot de terre, l'Inde est devenue pot de fer. Et l'admiration est là, et l'on signe des accords nucléaires. On nous parle d'émergence, mais c'est quoi l'émergence? L'émergence, si souhaitée, si proclamée, c'est devenir simplement pot de fer. L'émergence, c'est pas, il faut être pot de fer. C'est pas chanter à la gloire de l'émergence, être pays émergent. Ça veut dire quoi? C'est encore une ruse de l'Occident. L'émergence pour nous, c'est devenir pot de fer. Ça doit être clair. L'émergence que tous nous souhaitons, que tous nous proclamons, c'est devenir simplement pot de fer. C'est tout, c'est pas autre chose. Tant que l'autre ne respecte pas votre dignité, vous n'êtes que pot de terre. Même s'il loge dans vos hôtels, il vous remercie, etc., mais il vous prend pour un pot de terre. Même si vous lui ferez de champagne, le banquet, il vous prend toujours pour pot de terre. Toutes les géopolitiques et les géostratégies du monde contemporain montrent que les nations, les États, les peuples ont changé d'échelle. L'Europe, c'est 27. L'Inde, c'est un sous-continent. La Chine, c'est un grand monde. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, ils veulent être ensemble. Le Mercosur, le Brésil et les pays andins de l'Amérique. On a changé d'échelle. Les nations ont changé d'échelle. Les États aussi. On peut pas, il faut être 27. Les États, les peuples ont changé d'échelle. C'est-à-dire, de pot de terre, ils veulent devenir de plus en plus pot de fer. Et c'est cela, la mondialisation. Ce n'est pas autre chose, telle qu'elle se passe sous nos yeux. Être plus fort, protéger ses biens, son commerce extérieur, vendre ses produits, son industrie, gagner des marchés, fortifier sa monnaie, les multinationales, dominer les autres, ne pas accorder, etc. C'est ça la mondialisation. Devenir de plus en plus pot de fer pour écraser les pots de terre. Tout en vous noyant dans la mystification du développement, de l'émergence, que ça ira mieux. Donc l'Occident est très mal. On crée des mots comme mondialisation, émergence, développement, dialogue, et ça éblouit un peu les Africains, hein, puisque c'est aussi la langue étrangère. Comment dit-on mondialisation en lingala? Traduisez. Vous verrez qu'il y a un piège dedans. Oui. Donc, ça nous empêche de changer l'échelle. Et l'État-nation africain actuel, l'État-nation actuel africain doit changer également d'échelle. Tout le monde le fait maintenant. On va louper encore ça. On loupe l'électricité, on loupe le nucléaire, on loupe tout. Il y a les tournants. Pendant qu'ils se battent pour faire 27 États, nous, non. Mais il faut changer d'échelle maintenant. Parce que ça sera plus fort. On n'aura plus affaire au Portugal, on aura affaire à 27. On n'aura plus affaire à l'Italie ou à la France ou à la Belgique. Ils seront 27. Hein? L'État-nation africain actuel doit changer aussi d'échelle et se fondre constitutionnellement. Voilà pourquoi les juristes africains doivent réfléchir. Ce n'est pas la guerre, ils doivent se fondre constitutionnellement.
dans l'État fédéral africain continental. Les constitutions des États doivent prévoir une clause. En cas d'État fédéral, on adhère à l'État fédéral. C'est le travail des constitutionnalistes africains qui doivent le faire. Ça, c'est nouveau. Ça, ce n'est pas les constitutionnalistes étrangers qui vont le faire ou de la coopération intérieure qui vont le faire. C'est notre affaire à nous. Et c'est ça l'innovation dans le droit africain. Car les faibles, ceux qui sont, je prends l'image de pot de terre, les faibles, les pauvres, les fragiles, les timides, les balkanisés, on attend quoi? Les balkanisés ne sont qu'au pot de terre. Avec nos gouvernements, les assemblées nationales, les institutions dites démocratiques, les économies vacillantes et les niveaux très bas scientifiques et technologiques du pays, et par ailleurs les ardeurs exégétiques enflammées. Tout le monde fait les exégèses de la Bible. Tout le monde s'enflamme pour ça. Mais voilà, mais vous n'avez pas changé d'échelle. Le gouvernement n'a pas changé d'échelle, les économies non plus, les institutions non plus, les assemblées nationales non plus. Mais vous, on est en train de renforcer le pot de terre, c'est tout. Oui. Ça résout quel problème fondamental devant la géopolitique mondiale, devant la géostratégie mondiale? Même il n'y a même pas de sécurité d'un peuple africain. On peut bombarder de l'espace. Nous, on n'y connaît pas l'espace. On peut vous bombarder en étant dans l'océan Indien. On peut vous atteindre. Voyez-vous? Donc la question de l'Afrique n'est pas encore une fois le développement, mais la création d'une puissance politique africaine. C'est ça, c'est tout. La création d'une puissance politique africaine à l'échelle continentale. Tout le reste trouvera sans délai des solutions convenables. Tout le reste. L'industrialisation, le développement, les routes, tout le reste trouvera. Il faut des États-nations africains locomotives. Parce qu'il faut qu'il y ait ceux qui amènent le train aussi. Il faut des États africains, nations à l'heure actuelle, des États-nations africains, même si tout le monde, nous sommes tous des pots de terre, mais il faut quand même que certains soient des locomotives, c'est-à-dire des leaders. Et la RDC est bien placée pour être la locomotive du nouveau panafricanisme, pour être le leader de cette grande vision panafricaine qu'est l'État fédéral africain.